Bon, bonsoir à tous. Je suis Tawhid Chtiwi, je suis président du directoire et directeur général de Milan Business School. Ravi de vous accueillir en cette soirée autour de cette thématique-là qui est très très importante pour l'école et qui est dans le cadre de la chaire Apicil portée par le professeur Guillaume Sonnen, ici présent, et puis à laquelle on va avoir la participation de plusieurs professeurs de l'école et puis de différents invités que Thibaut aura le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Juste deux mots sur le sujet, avant de passer la parole à notre partenaire, à M. Philippe Barret, qui est directeur général du groupe Apicil, sur la période actuelle, qui est une période évidemment assez complexe et qui est témoin d'un grand besoin de justice sociale, puisqu'on va parler de justice aujourd'hui, avec des gilets jaunes, avec des syndicats qui sont dans la rue, avec des étudiants qui sont pareil dans la rue, avec évidemment des demandes très très variées de justice sociale, de meilleure répartition des richesses, d'égalité d'accès aux services, de retraite, d'éducation et de plein de sujets qui témoignent aujourd'hui d'une aspiration sociétale très très forte et qui est à l'œuvre dans nos sociétés. Et évidemment, dans cette période actuelle, on se pose la question sur le rôle de l'entreprise dans cette dimension et dans cette aspiration sociale qui est en œuvre. Et on dit, est-ce qu'on doit rester en tant qu'entreprise à l'écart de tous ces mouvements? Et quel est le rôle qu'on souhaite jouer? Il y a un rôle économique très très fort, naturel, mais aussi les entreprises doivent avoir un rôle sociétal et doivent contribuer à faire émerger une certaine justice sociale déjà dans leur entreprise pour pouvoir par la suite avoir un impact sur l'environnement qui les entoure. Alors quand on parle de ces concepts-là, et aujourd'hui il y a 2 ou 3 concepts, si on veut revenir sur le titre, justice, équité, émotion. J'évoque la notion de justice en entreprise et un certain nombre de dirigeants on dit c'est quoi la justice sociale dans votre entreprise? Ils disent oui, mais bien sûr, on a des règles, on a un manuel de procédure. Je dis non, je ne parle pas du manuel de procédure ou des règles, je parle de justice sociale, c'est-à-dire une sorte de reconnaissance, un respect des droits et du mérite de chacun. C'est qu'il y a une confusion très très forte entre ce qui est écrit dans un manuel de procédure et ce qui est de l'esprit et du fonctionnement et de la culture de l'entreprise. Quand on leur dit c'est quoi l'équité dans votre entreprise, ils me disent on a une charte managériale. Et là aussi, on dit bon, non, c'est pas une question de charte. La charte, elle est figée. L'équité doit être adaptable, flexible. Elle doit être une sorte de justice naturelle avec effectivement l'appréciation de ce qui est dû à chacun. Quand on leur dit et l'intelligence émotionnelle dans vos organisations, ils disent si, on a une intelligence, un programme d'intelligence artificielle. Non, c'est l'intelligence émotionnelle, pas l'artificielle. C'est une sorte d'intelligence humaine dans laquelle on va retrouver un certain nombre de concepts, confiance, l'accomplissement, l'ouverture au changement, le travail d'équipe, la collaboration, l'inspiration, l'influence, la gestion des relations, etc. etc. Donc, évidemment, quand on parle de tous ces concepts-là, on a tendance à se poser beaucoup de questions sur le rôle et sur la culture qu'on doit avoir dans nos organisations et qui doivent dépasser tous les concepts classiques qui sont des concepts durs, de capital, on parle de capital aussi ici, d'expertise, de manuel de procédure, de règles, de chartes, et pouvoir dire comment on peut contribuer à faire émerger des concepts beaucoup plus abstraits, mais qui font la performance de nos organisations et qui ne doivent pas être de simples règles écrites dans un manuel ou dans effectivement une charte, mais qui doivent être une culture d'entreprise qui doit émerger et qui va permettre de développer de nouvelles intelligences, au-delà des intelligences classiques qu'on développe dans nos organisations, qui sont de nature en lien direct avec les logiques de compétences et qui sont cette intelligence sociétale qu'on doit développer et aussi une sorte d'intelligence émotionnelle qui doivent être aussi effectivement source d'inspiration, d'innovation et de transformation de nos organisations. Voilà une petite introduction pour ce thème et quelques questionnements. Et puis, je passe la parole tout de suite à Philippe Barret, directeur général d'Apicil. Merci Tawhid. Quelques mots simplement pour expliquer ce qu'Apicil vient faire, non pas dans cette galère, mais dans cette chaire. Donc, comme je pense tout le monde le sait, Apicil, c'est un groupe de protection sociale. Donc, notre métier, c'est de réparer les dégâts causés au capital santé des salariés dans les entreprises. Et ce que l'on cherche à faire, c'est d'aller au-delà de la réparation et d'être, autant que faire se peut, d'accompagner nos
nos clients, les entreprises, les salariés, dans une démarche de prévention. Bon, démarche de prévention qui est d'autant plus nécessaire que, comme vous le savez sans doute, si vous êtes DRH, chef d'entreprise, on assiste plutôt à une explosion en ce moment des arrêts de travail, qui est sans doute le signe que dans un certain nombre d'entreprises, c'est le sentiment de justice, le sentiment d'égalité n'existe pas ou peu. Alors évidemment, en tant qu'employeur, on a une obligation de prendre soin de la santé de ses collaborateurs. Ça répond à des enjeux économiques. Voilà, il vaut mieux que les salariés soient présents pour que l'entreprise fonctionne en général. Des enjeux de dialogue social à l'intérieur des entreprises. Des enjeux d'image aussi, vous l'avez évoqué un petit peu, c'est un élément potentiellement attractif pour la marque employeur. Des enjeux réglementaires. Et puis je pense aussi à un enjeu sociétal parce que effectivement, il y a beaucoup d'institutions qui ont perdu du sens. Et l'entreprise, c'est avant tout une collectivité de femmes et d'hommes avec un projet. Et je pense que c'est une des dernières institutions dans lesquelles les gens ont encore un peu confiance. Et donc, il faut que les employeurs fassent tout ce qu'ils peuvent pour renforcer cette confiance et faire en sorte que les entreprises soient des lieux d'inclusion et des lieux d'épanouissement. Alors, une fois qu'on a dit ça, on est chez Apicil assez persistant sur le thème performance sociale égale performance économique. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on travaille sur ce sujet. Et avec une insatisfaction latente et permanente qui est que autant, je pense que tout le monde est à peu près convaincu qu'il existe une corrélation entre le bien-être des collaborateurs au travail et la performance de l'entreprise, autant il n'y a pas ou peu de travaux scientifiques qui démontrent la causalité et que la première entraîne l'autre. Et donc l'objet de la chaire Apicil, c'est ça. Donc Guillaume, il ne reste plus beaucoup de temps pour faire cette démonstration. J'essaye là de vous faire passer une émotion positive. Et donc l'objet de la chaire, voilà, c'est passer de la conviction à la démonstration. Donc pour rappel rapide du fonctionnement de cette chaire, elle se base sur une cohorte d'entreprises qui ont été sollicitées pour faire passer à leurs collaborateurs une série répétée de questionnaires anonymes. C'est la diversité des entreprises, la répétition des questionnaires qui permet de construire la base de données qui ensuite est travaillée par Guillaume Sonnen pour trouver les résultats dont il nous parlera. Donc une cohorte qui est assez variée, hein, c'est plusieurs dizaines de milliers d'entreprises et plusieurs dizaines de sites ou de salariés, pardon, pas d'entreprises, de salariés. Ah bon, super. Donc de salariés, plusieurs dizaines d'entreprises ou d'établissements qui participent à ces travaux. Et donc notre objectif ultime, outre l'aspect scientifique de la chose, c'est bien sûr d'arriver à ce qu'on ait des éléments pour convaincre l'ensemble des entreprises que les investissements sur le capital santé des collaborateurs ne sont pas seulement des investissements exigés par la morale ou par une quelconque éthique, mais bien des investissements qui rapportent et qui se transforment en ROI dans la performance des entreprises. Voilà les quelques mots que je voulais dire en introduction, et donc je laisse Thibaut présenter la soirée et les intervenants. Bonsoir à tous.
Je suis Thibault Lurad, journaliste à The Conversation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site d'actualité vu par les enseignants-chercheurs, donc où les enseignants-chercheurs, les universitaires, les académiques viennent apporter leur éclairage sur l'actualité avec leur expertise, ou alors ils viennent nous parler de leurs travaux de recherche, comme Guillaume par exemple, qui en amont de cette conférence a écrit un article qu'on a publié ce matin autour des résultats de la chaire, dont il va parler un peu plus tard. Donc pour la deuxième partie de cette table ronde, après ces mots d'introduction, il y aura une succession de 4 interventions. 3 professeurs de l'EM Lyon. On aura Guillaume Soenen pour commencer, donc professeur associé de management, titulaire de la chaire Apicil Santé et Performance au Travail pour ceux qui ne l'auraient pas compris, et qui présentera donc les derniers résultats des études menées dans la chaire. Ensuite, on passera la parole à Christophe Hague sur la partie émotion, spécialiste de la contagion émotionnelle, qui a fait l'objet d'un excellent livre chez Albin Michel, en attendant mieux sans doute. Et puis on aura une dernière intervention de professeur avec Tessa Melconian, qui est professeur en management et comportement organisationnel. On sera plutôt sur les volets justice et équité. Et les derniers travaux de Tessa portent sur l'exemplarité, qui ont fait l'objet d'un livre, là encore, qui a fait l'objet d'un livre, Pourquoi un leader doit être exemplaire. Et c'est pas si simple que ça. Alors, vous pouvez me rejoindre maintenant. Et puis, oui, j'allais oublier la dernière intervenante, Valérie Cotreau, DRH du groupe Botanique, qui a mis en place il y a 5 ans un programme bien-être chez Botanique. Bien chez Botanique, sur la QVT, qui nous parlera un petit peu du bilan de cette action. On aura un témoignage plus opérationnel cette fois-ci. Voilà, vous pouvez me rejoindre et puis on va commencer tout de suite cette séance d'intervention, cette série d'interventions par celle de Guillaume. Je précise juste qu'il y aura une séance de questions-réponses à la fin, mais on va laisser passer les 4 interventions et puis on fera les questions concernant toutes les interventions d'un coup en une demi-heure à la fin. Guillaume, je vous laisse la parole. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous, et puis bienvenue encore une fois à EM Lyon et à cette seconde conférence annuelle de la chaire Apicil. Je vais essayer en 10 minutes d'énoncer quelques messages clairs et puis de partager avec vous des résultats qui viennent juste de sortir. Alors, comme Philippe Barré l'a indiqué de manière extrêmement claire, ce qui nous intéresse dans la chaire Apicil, c'est de dépasser la notion de RPS, de risques psychosociaux. Alors quand on dit dépasser, ça ne veut pas dire oublier. Dépasser, ça veut dire aller au-delà. Mais bien sûr, on conserve une attention extrêmement importante à tous ces risques. Mais on va au-delà en parlant d'une nouvelle notion qui est la notion de capital santé. Et vous verrez que ce glissement sémantique est extrêmement important, puisque lorsqu'on commence à parler de capital, bien entendu, on va pouvoir parler d'investissement. Et l'objectif, c'est bien cela, au final, c'est d'attirer des investissements plus conséquents dans la santé au travail, afin que la qualité de vie au travail soit améliorée, l'expérience de travail soit améliorée, et que l'on puisse, on verra aussi, peut-être mieux vieillir au travail. Et c'est une préoccupation extrêmement importante dans un pays vieillissant comme le nôtre, puisque si on n'y prend pas garde, les équilibres économiques qui nous permettent d'avoir le système dans lequel on vit aujourd'hui, alors de manière imparfaite, mais de manière plutôt sympa si on fait des comparaisons avec d'autres pays, eh bien ce système, il peut être remis en cause si les tendances actuelles se poursuivent. Alors, une petite définition, puisque nous sommes des académiques, comme Thibault nous a présenté, donc on fait un peu dans la définition. Qu'est-ce que c'est que le capital santé ? Le capital santé, c'est un agrégat de 3 composants. Vous avez bien sûr la santé physique, ensuite la santé mentale et la santé sociale. Donc c'est une définition qui est basée sur la définition de la santé de l'OMS, qui est une définition qui a été forgée en 1946 et qui est aujourd'hui la définition la plus communément acceptée. Avec une importante contribution ici, c'est que nous considérons la santé non pas seulement au niveau de l'individu, mais également au niveau du groupe, avec l'argument suivant: il existe un capital santé au niveau des équipes et au niveau des entreprises. Pour s'en convaincre, il suffit de se souvenir de la dernière fois où l'un de vos collaborateurs proches a été lui-même malade et au surcroît de travail que cela a engendré pour vous et à l'excès de stress que cela a produit.
Et donc, si on essaye de comprendre ce lien, on voit bien que non seulement la santé de l'individu importe, mais la santé de l'équipe dans son ensemble importe. Donc, c'est une notion collective, le capital santé, également. Ce n'est pas seulement une notion qui existe au niveau individuel. Alors, la démonstration maintenant, c'est-à-dire le lien entre la performance et le capital santé. Alors, vous vous rendez compte, bien entendu, que c'est extrêmement compliqué en sciences sociales d'établir une causation. Puisqu'il faut des outils de mesure qui sont très coûteux à construire. Et donc l'étude STPC, sans le soutien effectivement d'Apicine, on n'aurait jamais pu le construire, et c'est ce qui fait la force de ces mécénats pour nous, chercheurs en sciences sociales. Donc voilà, il n'y en aura qu'un des comme ça, hein, le graphique, mais c'est celui dont on est le plus fier à l'heure actuelle, parce que celui-là, il n'y a pas franchement d'équivalent. En abscisse, vous avez pour 53 entités opérationnelles le taux de satisfaction client. Le taux de satisfaction client des clients, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui a répondu à un questionnaire dans STPC, c'est pas des données qu'on a inventées, c'est des données qui existaient déjà, et c'est la satisfaction vis-à-vis de l'entité, la qualité du service apporté par cette entité. Et donc en API, vous avez le capital santé qui est ici noté entre 0, ici le 0 est là, puis ça va à moins 2,5, les entités où vous avez en moyenne des salariés qui sont vraiment pas en bonne santé, et puis ici 1,5, des entités où vous avez au contraire des salariés en excellente santé. Ce que vous voyez, c'est une très jolie association linéaire. Il y a un R2 de 17%, c'est-à-dire qu'on peut expliquer 17% de la performance au sens de l'évaluation de cette performance par les clients à travers la notion de capital santé, et ceci quand on contrôle évidemment pour l'âge et l'ancienneté des salariés, puisque je vous invite toujours à faire attention aux comparaisons statistiques sur la santé. Le premier critère à prendre en compte, c'est l'âge. Donc si vous voyez les analyses qui ne contrôlent pas mathématiquement pour l'âge, elles ne veulent rien dire. Voilà. Donc, petit message. Donc là, vous avez un système qui, bien entendu, contrôle pour cette dimension et qui montre quand même un lien extrêmement fort. 17%, ça peut vous paraître peu, mais en réalité, en sciences sociales, c'est énorme. Donc, premier élément de démonstration que nous avons pu produire. Deuxième élément qui, lui, est plus classique, on a fait un calcul tout simple. On s'est dit, mais il y a de l'absentéisme, évidemment, qui est lié à ce capital santé. Puis quand ce capital santé augmente, l'absentéisme diminue. Donc on a fait un petit calcul économique tout simple. Et combien ça coûte de remplacer, de surremplacer, en fait, ces individus. Et en fonction des hypothèses qu'on prend, on arrive à des chiffres entre 500 et 1500 euros d'économie par an. Alors quand je parle d'économie, il faut bien comprendre que ce n'est pas une économie pour l'entreprise elle-même, puisqu'en fonction de sa taille, par exemple si c'est une petite entreprise et qu'elle est au forfait, ou si c'est une grande entreprise, la manière dont les assureurs vont rembourser ce manque à gagner, bien sûr, va varier. Mais au final, il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc c'est vous et moi qui payons au final. Donc quand on parle de coût social de l'absentéisme, il est là. Rien n'est gratuit. Et bien évidemment, si ce sont les assureurs qui payent, c'est que les cotisations d'assurance leur permettent de le faire. Or, les cotisations d'assurance, c'est vous et moi qui les payons. Voilà. Donc ça, c'est pour les premiers éléments de démonstration. Alors, je vais passer au thème sur lequel je voudrais m'attarder un petit peu plus ce soir avec vous, c'est la notion de douleur chronique. Alors, pourquoi douleur chronique ? Vous allez le voir, on a des résultats assez impressionnants lorsqu'on prend en compte cette dimension. Donc, afin de vous engager un petit peu dans notre présentation, on va faire un petit test avec vous. Donc pour ceux qui l'ont, je vous enjoins à vous connecter, si vous pouvez, sur votre téléphone, sur le site www.slido.com et à rentrer le code S451. Alors c'est live, hein. Je vous donne une petite illustration du technostress là. Le code c'est S451. Le dièse aussi. Non, pas le dièse.
Et voilà. Vous devriez voir apparaître 2 questions. Le code, il est repris là, S451. Voilà, 14. On a assez de réponses pour voir. Alors, non, results visible. Afficher le résultat. C'est bon. Et alors, il affiche le résultat. On va revenir à la conférence de l'année prochaine. Voilà, donc la première question c'était souffrez-vous de douleurs permanentes ou récurrentes depuis plus de 3 mois? Ah, des gens qui sont en train de changer d'avis au fur et à mesure que... Vous êtes... Alors, sur 56 personnes, 48, 50%, c'est beaucoup. C'est peut-être en rapport, alors je veux froisser personne, bien entendu, hein, mais c'est peut-être en rapport avec la moyenne d'âge de l'audience. Parce qu'effectivement, les douleurs augmentent avec l'âge. Ça aussi, c'est très largement documenté, c'est pas moi qui le dis, hein. Et puis il y avait une deuxième question où on vous demande quel est le niveau de cette douleur. Alors ça, c'est la question classique que vous posent les médecins hein, si vous arrivez aux urgences sur une échelle de 1, pas du tout de douleur, à 10, la douleur la plus horrible que vous pouvez imaginer. Quelle est la douleur que vous ressentez en moyenne? Et là, vous avez la distribution des réponses avec un score moyen de 4, 4,1, voilà. Donc, dans la population française, il y a 30% des gens qui souffrent de douleurs chroniques et il y en a 20% qui souffrent de douleurs chroniques avec une intensité moyenne de plus de 5 sur cette échelle. 30% de la population active, hein, ça fait beaucoup de monde. Et une douleur qui va au-delà de 5, ça commence à être relativement significatif. Dans STPC, nous retrouvons ces résultats. Nous avons 29% des participants à l'étude qui déclarent avoir comme cette douleur chronique. Alors, douleur chronique, c'est une douleur permanente ou récurrente qui est installée depuis plus de 3 mois et qui globalement dépasse la durée normale de la maladie ou de l'accident sous-jacent qui a causé la douleur la première fois. Donc vous vous cassez la jambe, si vous avez mal, c'est pas une douleur chronique, hein, c'est normal. Mais si vous avez mal 6 mois plus tard, là c'est pas normal. Hein. Donc les douleurs sont... Alors les plus fréquentes, c'est le mal de dos. Hein, 27%, ce sont les douleurs dans le dos. Ensuite, vous avez les maux de tête ou les migraines pour 15%. Le mal au cou, le cervical, surtout les cervicales qui se bloquent ici, 15%. Et puis ensuite, des douleurs au visage. Donc, les formes que prennent les douleurs chroniques sont extrêmement variées et les causes sont également extrêmement variées. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir quel est l'impact que ça a sur la santé, bien entendu, et puis les comportements au travail.
Et dans notre échantillon, donc là on a un peu plus pas loin de 2200 réponses sur lesquelles on base ces analyses, il n'y a pas d'autre dimension qui segmente notre échantillon de manière aussi forte. Et vous allez le voir, dans ce tableau, les écarts montrent les différences de moyenne entre les 30% de personnes, donc les 29% qui déclarent avoir des douleurs chroniques, et les 71% qui disent ne pas en avoir. Tous ces écarts sont très fortement significatifs d'un point de vue statistique. Donc bien entendu, tout en bas, la santé physique, 16% en moins, bien entendu, on s'y attendait. Bien-être subjectif, moins 17%, c'est également très fort, hein, c'est les relations sociales qui sont atteintes. La santé mentale, c'est que, entre guillemets, 8%, mais c'est beaucoup déjà. Et puis vous voyez ensuite les constantes qui sont plus descriptives du rapport au travail. Vous avez un engagement au travail qui est réduit de 5%, on a moins d'énergie, donc c'est plus difficile de s'engager. Du coup, comme on s'engage plus difficilement, on a également un soutien au changement qui est moins fort. On a un sentiment d'injustice accru. Alors, je laisserai ma collègue vous expliquer si c'est une cause ou un effet ou si c'est les deux à la fois. Et puis on a aussi une perception détériorée du leadership, c'est-à-dire que on se sent moins bien traité par les leaders de l'organisation. Donc vous voyez, c'est extrêmement significatif, hein, puisque ça veut dire que ces personnes-là forment un groupe, alors pas un petit groupe, 30% c'est un groupe important, avec une expérience, une relation, un vécu dans l'entreprise qui est totalement différent de celui des autres salariés. Et je pense que c'est assez largement méconnu aujourd'hui comme phénomène. Deuxième élément pour continuer ma distinction entre ces deux groupes, vous voyez que ces personnes ont également... Alors, ils déclarent deux choses. Avoir une exposition au risque physique plus importante et plus fréquente. Donc là, on est plutôt sur des phénomènes de cause, sans doute. Donc évidemment, hein, par exemple, parmi les risques physiques, vous avez le risque vibratoire. Donc si vous avez des TMS en lien avec un risque vibratoire, on peut imaginer que c'est une cause. L'exposition au risque émotionnel, c'est-à-dire ça sera plus Christophe qui pourra élaborer sur ce sujet-là, mais on voit que ces personnes se déclarent être plus exposées au risque émotionnel. Et puis enfin, on voit que le stress ressenti, plus 25%, c'est-à-dire que ces personnes sont plus stressées au travail, peut-être parce qu'elles sentent justement qu'elles sont en difficulté. Donc un stress élevé vous fait faire des tas de choses, ça perturbe votre sommeil, ça vous entraîne dans des réactions parfois émotionnelles fortes. Et enfin, et c'est sans doute le plus préoccupant dans cette série de statistiques, ces personnes rapportent percevoir des violences au travail 50% de plus que les autres salariés. Alors, est-ce que c'est parce que, se sentant plus fragiles, ils perçoivent, par exemple, une agression verbale, si vous êtes en pleine forme, elle glisse sur vous. Si vous êtes déjà un peu fragile, peut-être que ça vous touche plus profondément. Mais il y a aussi l'idée inverse, hein, c'est qu'au bout d'un moment, vous embêtez les gens. Parce que vous êtes toujours un peu à la traîne, peut-être, vous avez du mal, donc vous vous appuyez de plus en plus sur vos collègues, et puis au bout d'un moment, vos collègues, ils en ont marre. Et donc du coup, vous avez objectivement, effectivement, plus d'animosité tournée vers vous. Là encore, on n'est pas capable de dire dans quelle proportion c'est l'un ou c'est l'autre, il y a probablement un peu des deux. Voilà, donc en conclusion, ça sera mon dernier transparent après celui-ci, cette situation de la douleur chronique est absolument importante à prendre en compte, mais il y a quand même de l'espoir. Et c'est ce que cette dernière planche vous montre, c'est que quand on regarde de manière dynamique, justement, parce qu'on a un design longitudinal et que l'on peut suivre l'évolution de la santé des individus au travail sur la durée, on a classé ces individus entre ceux qui ont vécu sur 6 mois une dégradation de leurs conditions de travail et ceux qui ont connu une forte amélioration de l'organisation ou des conditions de leur travail. Attention, pas que la QVT, hein, c'est aussi la nature du travail lui-même. Eh bien, on voit très clairement que ceux qui ont perçu des améliorations de leurs conditions de travail ont également très fortement augmenté leur santé mentale et leur santé sociale,
alors que ceux qui ont connu une dégradation ont aussi connu une dégradation de leur santé mentale et de leur santé sociale. La santé physique, sur 6 mois, par contre, elle bouge peu parce qu'elle est plus stable. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup, Guillaume. Je rappelle que tous les chiffres sont consultables sur The Conversation dans l'article qui a été publié ce matin. Alors, on va passer la parole à Christophe. Donc, on voit bien dans ce qu'a dit Guillaume qu'au-delà de la souffrance que peut représenter la douleur physique, il y a un mécanisme qui se met en place qui est de l'ordre du ressenti, donc de l'émotion. Et également, ça vient mettre un petit grain de sable dans les interactions entre individus. La contagion émotionnelle, c'est donc votre grand sujet. Christophe Hague, vous avez étudié cette contagion émotionnelle dans des milieux extrêmes, auprès des astronautes, auprès des négociateurs du RAID, auprès des stars de la finance. Et vous avez éclairé, cherché à analyser ces témoignages à l'aune de la recherche et des dernières recherches en psychologie comportementale. Alors vous allez sans doute enchaîner après cette intervention de Guillaume en nous donnant peut-être quelques mécanismes pour se prémunir de ces risques négatifs qui surviennent en entreprise, par exemple à l'occasion des douleurs chroniques. Alors comme tu sais Thibaut, je réponds jamais à tes questions en fait, mais je fais à côté. Mais je voulais juste rebondir sur le dernier mot Tu verras que je t'ai même pas posé de question, hein, je t'ai juste lancé. mais sur ton dernier point, sur la dégradation mentale et physique, je pense qu'il faut commencer à se poser des questions quand on reste aussi dans des organisations malades. C'est-à-dire qu'il y a un effet aussi un peu pervers là-dedans, et le simple fait de rester dans ces organisations est un signe de dégradation mentale et physique qui t'amène à te transformer. C'est une espèce de vampirisation, une morsure de vampire qui fait que tu deviens en fait le monstre que tu n'as jamais voulu être. Donc ça, moi tu me parles de conseils à donner ou de choses comme ça qu'on peut partager. Je pense qu'à un moment, quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous commencez à multiplier les troubles psychosomatiques, que vous digérez mal, que vous dormez mal, qu'il y a des niveaux de stress jamais atteints, barrez-vous en fait. Et j'étais l'autre jour sur France Inter avec... on me posait une question, c'était dans un autre cadre d'un couple, et j'avais quelqu'un qui me disait tiens, ça fait 15 ans que je suis avec mon conjoint, donc il est accro à la cocaïne, il me tape, il m'agresse verbalement, il a fait à peu près 3 cures de désintox, on a essayé à peu près 4 ou 5 thérapies conjugales. Et en fait, ça marche pas. Et donc l'auditrice nous demande mais qu'est-ce qu'on fait ? Je lui dis à peu près la même chose, barre-toi en fait. Parce qu'à un moment, tu te fais contaminer par les émotions toxiques d'autrui. Et c'est vrai que c'est un peu le sujet que je traite en ce moment, qui est de dire que les émotions, alors qu'elles soient bénéfiques ou toxiques, elles sont extrêmement contagieuses. Et donc quand tu évolues dans un environnement qui est lui-même toxique, tu les attrapes très vite et ça a un impact sur ta santé, à nouveau physique et mentale. Alors comment ça marche ? Il y avait une expérience, moi, que j'aimais bien, qui avait été portée sur Cassius Clay, qui montrait qu'il fallait à peine 230 millièmes de seconde à Cassius Clay pour repérer un signal lumineux et réagir par un uppercut à ce signal-là. Vous placez 2 personnes dans une pièce, il leur faut à peine 21 millièmes de seconde, c'est le temps de projection d'une image au cinéma, pour que ces 2 personnes synchronisent leur corps et leurs émotions. Alors après, ils peuvent être en dissonance, ça peut arriver. Mais en tout cas, le premier réflexe, c'est un réflexe d'accommodation, parce qu'on ne veut pas être rejeté social, parce que quand on est rejeté socialement, ça active dans le cerveau la même zone que quand on vous pète le tibia, donc à moins d'être sadomaso, vous avez juste envie d'éviter cette forme d'activation très déplaisante. Donc là, la question qui se pose, c'est si c'est si facile à attraper les émotions, et donc à transmettre, finalement, quel type d'émetteur vous avez envie d'être ? Et là, je m'adresse notamment aux personnes qui... je m'adresse à tout le monde, mais aux personnes aussi qui ont des postes à responsabilité, qui ont un niveau de visibilité qui est supérieur à la moyenne, donc qui bénéficient d'un degré d'attention supérieur à la moyenne, donc qui sont des agents pathogènes encore plus puissants que la moyenne. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, on a les références qu'on a. Qu'est-ce que tu veux être ? Est-ce que tu veux émettre des émotions toxiques ou des émotions bénéfiques ? Et là vient la notion d'empreinte émotionnelle. Et moi, je pense qu'au même titre qu'on fait un examen de conscience de notre empreinte carbone, on devrait aujourd'hui faire un examen de conscience de notre empreinte émotionnelle. Et on ne le fait pas assez. Et c'est le premier geste écologique à avoir. Quand vous avez vous traversez une période de turbulence dans un avion, que les masques à oxygène tombent, ce que tu fais, ça tombe, tu mets d'abord le masque sur toi.
Ok, ça on sait bien le faire, on est dans un des pays où vous avez le niveau de narcissisme le plus élevé. Mais tu oublies juste pas, à un moment, quand tu as quelqu'un en position de faiblesse à côté, que ce soit ton gamin, que ce soit quelqu'un d'autre, une personne âgée, de lui mettre aussi le masque à oxygène pour la préserver. Donc je pense que là, on est, notamment lorsqu'on a un poste à responsabilité, on a une mission de vie en fait. Et cette mission, c'est préserve-toi et après préserve aussi autrui. Et ça renvoie à cette notion d'empathie plus globalement. Je veux dire, aujourd'hui, on sait qu'une poule ou une perruche ondulée est capable de démontrer de l'empathie. Je ne vois pas pourquoi l'espèce humaine, qui est tout en haut là, de la hiérarchie, elle ne serait pas capable de le faire. Les cétacés le font, les singes le font. Vous avez des singes qui refusent de prendre de la nourriture s'ils savent qu'en acceptant cette nourriture, il y a des chocs électriques qui sont administrés finalement à leurs congénères. Ils refusent de se nourrir. Ils sont même prêts à faire la grève de la faim. C'est ce que montrent des recherches il y a quelques années. Donc pourquoi est-ce que nous, on ne le fait pas ? On ne le fait pas parce que je pense qu'on est tout simplement englué dans ce que j'appelle moi un hum émotionnel négatif. Hum, H-U-M, je ne sais pas si vous en connaissez ce mot. En fait, c'est un bruit sourd, c'est un bourdonnement qu'on entend ici et là sur cette petite boule bleue et qui est interprété par des catastrophistes comme la trompette de l'Apocalypse. Et qui dit, tiens, c'est un signe avant-coureur que la Terre va imploser, qu'elle va se rebiffer parce qu'à force de lui taper dessus, à force de taper dans ses ressources, elle se défend. Et moi, j'ai juste voulu transposer ce concept-là, une dimension un peu plus psychologique, en disant, peut-être qu'avant que tout implose, on va peut-être s'entre-déchirer aujourd'hui. On est parti sur un surplus d'émotions toxiques dans la société. Vous avez un célèbre psychologue qui disait la chose suivante, le cerveau humain, il agit sur les expériences négatives comme du velcro et sur les expériences positives comme du téflon. L'image veut tout dire. C'est extrêmement difficile de décroter ces émotions-là et en plus, elles s'ancrent facilement dans nos esprits et dans nos têtes avec toutes les conséquences physiologiques, physiques, psychiques qu'on connaît. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser un petit peu la vapeur ? Eh bien, je pense qu'on est la réponse de cette réponse collective. La réponse individuelle est une réponse en fait collective quand on part du principe qu'on peut contaminer autrui et qu'on peut, comme ça, en démontrant, en affichant certaines émotions contagieuses, renverser le climat émotionnel dans son équipe. Quand on est le patron, 50 à 70% du climat émotionnel est directement fonction des émotions du patron. Quand derrière, tu fais un geste dans la rue et que c'est visible, tout ça peut avoir un effet de masse. Une contagion de masse peut s'opérer. Quand tu vois qu'un être humain face à un char, alors merci pour le coup aux réseaux sociaux, peut créer une émotion mondiale et faire que les gens conscientisent sur un problème géopolitique et plus que ça, c'est puissant en fait, la contagion de l'émotion. Donc tout ça pour dire, on a une partie du solution, donc on est tous responsables. Donc l'empreinte émotionnelle, j'ai commencé par les managers, par les personnes à responsabilité, mais cette responsabilité-là, on la porte tous en nous. Et je crois qu'aujourd'hui, on a à être conscient de ça parce qu'on sera jugé sur ça plus tard, vraiment. Ce que je voulais dire, c'est qu'un peu pour contrecarrer ça, alors je sais que j'ai 10 minutes, mais j'ai 3 minutes, pour contrecarrer ça, il y a tout un tas de travaux qu'on mène, notamment aussi avec Tessa, sur le fait que y a peut-être certaines compétences, comme les compétences émotionnelles, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui peuvent permettre à un moment de rendre un individu moins toxique, ou de diminuer en tout cas son impact toxique sur les autres. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental et qui devrait être pris en considération par la plupart des RH s'ils faisaient vraiment leur job. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais je trouve que c'est une faute professionnelle de ne pas s'intéresser à ça et de ne pas mettre en place des outils qui existent aujourd'hui. Tu ne peux plus dire « je ne savais pas », parce qu'aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de ne pas faire rentrer dans la bergerie le loup. Okay, parce que quand tu as une enflure toxique extrêmement contagieuse au niveau de ces émotions-là qui peut faire beaucoup de mal. Alors, ça englobe tout un tas de catégories. Ça va de l'hystérique au pervers narcissique. C'est des hybridations un peu de tout ça. Bon, bref. Quand derrière, tu sais que tu peux un peu les limiter à l'entrée et stopper, fais-le. Parce qu'une fois qu'ils sont dans la bergerie, ils sont extrêmement durs à décroter comme une émotion toxique que tu attrapes très rapidement. C'est un peu comme les lapins dans la verte prairie écossaise.
Bon, à un moment, ils pullulent, quoi. Hein. Ils se reproduisent. Ils vont recruter des gens qui sont un peu à leur image. Là, je le constate tout le temps. Je bosse avec pas mal de grands patrons, notamment 3 du CAC 40, qui sont là-dedans, qui évitent que finalement la partie Mr. Hyde recrute à la place de Dr. Jekyll. Donc ils sont toujours quasi une espèce de schizophrénie. Donc là aussi, il y a un enjeu fort en termes de RH. Qu'est-ce que tu fais pour filtrer ces profils-là ? Eh ben, mets par exemple à l'entrée des tests fiables d'intelligence émotionnelle comme le QE Pro, test Made in EM Lyon, dont on vient de soumettre là un papier sur sa qualité psychométrique, etc. Et c'est un test qui est spécifiquement dédié aux managers et aux dirigeants d'entreprise. Mets ça en place. C'est un test de performance en plus. Donc les gens doivent performer à ce test-là. C'est difficile pour eux de céder au doux chant de la désirabilité sociale et de se montrer plus émotionnellement intelligents qu'ils le sont en réalité quand ils passent ce test-là. Donc là, il y a des choses qui existent. Et pour finir, parce que je ne veux pas être trop long, en 15 secondes, dites-vous juste que vous avez un CDD de vie sur cette petite boule bleue. Qu'est-ce que t'en fais ? Moi, quand je vais voir Nando Parrado, qui est un des survivants du crash dans la Cordillère des Andes dans les années 70, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette équipe de rugby, ils mangeaient les cadavres pour survivre parce que la faune et la flore n'étaient pas assez nutritives. Lui, il te dit, en fait, tu vois, à un moment, j'avais des montagnes à droite, j'avais des montagnes à gauche. J'ai dû choisir, en fait, ma propre mort. J'avais aucun espoir. J'étais en basket, j'avais un petit panier avec des copeaux de chair humaine. J'avais rien. J'étais pas câblé pour gravir à chaque fois ces monts de 5000 mètres d'altitude, etc. Il a survécu. Et il me disait, tu sais, en fait, quand je suis revenu à la vie normale, dans mon quotidien, j'ai pas trouvé que les décisions étaient plus difficiles que celle de choisir sa propre mort. Il n'y a pas, en fait, de décision difficile dans la vie, vraiment. Il y a beaucoup de décisions qui ne sont pas prises. Quand vous parlez avec un Thierry Boiron, il vous dira que là-dessus, on est extrêmement constipé. On ne décide pas assez. On ne choisit pas assez. Moi, je vous invite juste à faire un peu plus confiance à vos émotions. C'est quasi un laxatif naturel. Merci. Merci Christophe. Nando Parrado était un sacré leader en plus. Tous les travaux de la contagion émotionnelle, sur la contagion émotionnelle, sont également à retrouver sur The Conversation, puisque nous avons enregistré une série de podcasts sur la question, une série de podcasts qui s'appelle 21 millisecondes, justement. Tu me permets juste, 15 secondes, parce qu'on a parlé de santé et tout. Il y a des travaux aujourd'hui, alors il y a différents modèles de l'intelligence émotionnelle, mais spécifiquement sur la santé, qui vous montrent que un individu qui développe son intelligence émotionnelle dès le plus jeune âge, c'est une psychologue et un économiste célèbre qui ont publié, qui bossent à Louvain, une étude longitudinale et qui montre que quand d'entrée de jeu, dès la crèche, tu travailles ton niveau d'intelligence émotionnelle, donc ta capacité à raisonner avec les émotions, à les réguler et derrière avoir un comportement qui colle à la situation, tu augmentes de 10% en moyenne le score d'intelligence émotionnelle dans la population de ces individus-là. Et tu diminues de 10% des coûts de santé associés à des carences en intelligence émotionnelle. Donc l'autre jour, j'étais invité par Xavier Bertrand et j'avais le même débat avec une ancienne ministre de la Santé et je lui dis, mais attends, par rapport au trou de la Sécu, un moment, développe ça et tu vas réduire de manière significative la consommation de boîtes d'anxiolytiques, de boîtes d'antidépresseurs qui viennent un petit peu en termes de béquilles pallier à ces carences émotionnelles. Tu as moins de mots MAUX de tête, de ventre, de dos, tu avais une slide là-dessus aussi. Il y a plein de résultats là-dessus, tu es en meilleure santé physique, psychique, etc. Et je m'arrête là. Merci Christophe. On va passer la parole à Tessa, donc sur le volet justice, équité, comme levier de performance. Et tes derniers travaux s'intéressent à la notion d'exemplarité. Alors, est-ce que dans la panoplie du leader exemplaire, il y a cette attention à sa contamination émotionnelle ? Oui, je vais me déplacer juste. Voilà, parce que de manière un peu plus classique que mon collègue Christophe, j'avais prévu quelques transparents. Peut-être juste, effectivement, moi je vais éclairer aussi un peu l'aspect cognitif, parce qu'avec Christophe, on a vu la dimension émotionnelle. Même si, bien sûr, séparer la pensée de l'émotion, c'est un peu artificiel également. Parce qu'on sait très bien que tout ça, ça interagit, et ça interagit très vite. Mais moi, je voudrais vous ramener juste à la considération, effectivement, de
peut-être comprendre qu'est-ce qui nous arrive en ce moment. L'explosion des arrêts maladie, l'explosion des taux de burn-out, l'explosion du stress. Et vous n'avez pas besoin de nous pour savoir que ça touche toutes les couches de la société. C'est pas uniquement les gens qui travaillent. Aujourd'hui, les enfants sont en burn-out. Il y a de la phobie scolaire comme on n'en a jamais connu. Les enfants ne sont même plus capables d'aller à l'école. Donc on assiste effectivement à une explosion des niveaux de stress, à une forme de, quelque part, d'incapacité de l'être humain à faire sens de tout ce qui se passe, qui le paralyse. On l'a vu dans plein de mouvements comme @MeToo qui l'ont mis en évidence pour des choses très précises, mais cette sidération, elle existe aussi dans le cadre scolaire, elle existe aussi malheureusement dans le cadre professionnel, et elle vient nous interroger complètement, vous en tant qu'acteurs des ressources humaines, nous en tant qu'acteurs qui essayons d'accompagner les managers, les leaders de demain, pour essayer de faire changer ça. Donc moi je reviens juste sur le contexte un tout petit peu. Se dire effectivement, la difficulté qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'incertitude qui est croissante. Ma difficulté, c'est de faire sens de ce qui m'arrive. Et effectivement, ça touche tout le monde. Et la complexité est grandissante. Donc, je ne repasse pas, vous connaissez très bien. Donc, le changement, c'est maintenant, sans qu'on sache forcément exactement comment on doit y aller et où. On a un fort changement structurel qui bouscule énormément les repères des individus dans les structures, qui leur pose la question de quel sera demain mon avenir. Et vous savez que l'être humain est très réticent à penser l'incertitude. Quand il est face à l'incertitude, il cherche des raccourcis pour répondre. Donc on va voir ensemble quels sont les raccourcis qu'il va chercher. Et ensuite, nous le vivons tous dans nos organisations respectives, la charge augmente, mais pour des raisons de survie des organisations, le nombre d'individus qui sont là pour réaliser les tâches, lui, n'augmente pas à la vitesse des changements organisationnels. Donc tout ça, ça génère effectivement du stress, des difficultés, des douleurs chroniques, tout un ensemble de choses qui sont très bien mis en évidence par Guillaume et Lacher et qui nous interrogent tous au niveau de notre responsabilité. Ma responsabilité écologique, comme le dit Christophe, en quoi moi je prends soin de mon état pour prendre soin des autres, ces autres étant mes collaborateurs, mes collègues. On insiste aussi, la contagion, elle est à même niveau. Mes pairs, c'est moi aussi qui induis ou pas un environnement qui va être favorable. Mes enfants aussi. Voilà, ce que je leur fais vivre, comment je les aide et comment je les équipe. Donc, il y a 2 mécanismes dont je vous parle ce soir qui permettent un petit peu de réduire l'incertitude. Il y en a bien sûr d'autres. Christophe va parler des émotions, mais moi, je voudrais vous parler un petit peu de la justice, évidemment. La justice, le fait d'être juste, d'avoir un comportement juste. Donc, moi, je redescends vraiment sur le niveau du comportement. Et je sais que Valérie, elle pourra aussi le mettre en évidence dans tout le travail qu'a fait Botanique autour de cette question. Et le deuxième, c'est l'exemplarité. L'exemplarité est aussi un mécanisme comportemental. On va le voir ensemble. C'est quelque chose que vous voyez assez rapidement, d'ailleurs, chez les gens qui le sont, comme chez ceux qui ne le sont pas. C'est comme pour la justice, on perçoit très bien les 2 extrêmes du continuum. En général, au milieu, c'est-à-dire les gens sont moyennement justes et moyennement exemplaires. En général, ils ont un impact sur nous qui est, moyen, tout à fait. Donc, pourquoi c'est aussi important, la justice ? Ça fait des siècles que cette question existe. De toute façon, pour les philosophes, elle a toujours été au cœur du questionnement, tout comme l'exemplarité d'ailleurs. Mais effectivement, en ce moment, les managers sont extrêmement sollicités sur ces questions, extrêmement rejetés par le corps social quand ils ne sont pas à la hauteur des attentes de la justice. Donc, c'est aussi quelque chose de lourd pour les managers et les leaders aujourd'hui. Donc, c'est important de regarder ça ensemble. Donc, vous connaissez assez bien la notion de l'équité, qui est plutôt liée à la justice de ce que je reçois. Parce que ce que je reçois, je pense que c'est juste par rapport à ce que j'ai donné. Mais il y a d'autres formes de justice. On a parlé un petit peu des procédures. Et Taoui disait on ne peut pas le réduire à ça. Et c'est vrai. Par contre, de temps en temps, il y a des entreprises qui sont très largement en défaut de justice procédurale, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas assez claires sur les procédures qui sont en place et sur comment elles fonctionnent. Surtout qu'en France, on a une petite taxation culturelle sur la question, puisqu'on n'est pas une culture procédurale de nature. Donc, pour venir sur ça, ça nous demande un petit effort. Et il y a une autre forme de justice qui est extrêmement importante. C'est la justice interactionnelle. C'est la manière dont je vais vous traiter au moment où je vous annonce une décision qui ne vous est pas favorable, ou même si la procédure, effectivement, qui a été choisie pour régler le problème n'est pas parfaite, il y a aussi le moment où je vais vous le dire. Et ce moment-là, Dieu sait si on le redoute en tant que manager et qu'on le redoute aussi en tant que collaborateur. Donc parce que c'est lié à des émotions, et parce que Christophe pourra en parler aussi s'il y a des questions à ce sujet, parce que je redoute l'émotion négative et souvent je vais fuir. Je vais mettre une armure de froideur
et d'extrême professionnalisme pour vous annoncer quelque chose de négatif, et vous allez souffrir doublement. Et moi, je crois m'être protégée, mais en fait, moi aussi, je souffre. À moyen terme, j'ai des conséquences physiologiques de mon acte qui vont me rattraper. Donc vraiment, cette idée de la justice, ce qui est intéressant, c'est qu'elle touche celui qui reçoit, mais aussi celui qui donne. Donc en fait, dans ces dimensions-là, c'est tout comme l'exemplarité. Ça touche les deux aspects du continuum. Guillaume en a mentionné certains, mais je les rappelle, hein, ça fait 50 ans déjà qu'on travaille sur la question de la justice, qu'on sait à quel point le fait d'être un manager juste, ça a des impacts positifs au travail, sur la satisfaction, sur la collaboration, sur la volonté de rester dans l'entreprise, sur l'engagement dans ce qu'on appelle des comportements citoyens, dans la volonté de faire vivre une RSE, etc. On le sait. Par contre, ce qui se passe quand il n'y en a pas, c'est aussi intéressant. Ça fait une dizaine d'années qu'on a des travaux qui lient justice et santé. Hein. Et voilà, on a du stress, on a du burn-out, on a des inflammations chroniques qui vont potentiellement donner des maladies chroniques. On a des problèmes de sommeil, on a des problèmes coronariens. Voilà. Donc l'absence de justice va impacter très fortement la santé des individus et tout particulièrement une forme de justice qui est celle-ci. J'insiste, c'est pas que les autres n'ont pas d'impact, mais celle qui va le plus nous affecter, physiologiquement, moralement, émotionnellement, c'est la manière dont on va être traité. Donc moi j'insiste beaucoup sur cette dimension parce qu'aujourd'hui on a besoin de dignité. Philippe Barret disait que l'entreprise est encore un des lieux où on peut construire quelque chose et où les gens ont encore confiance et cherchent du sens. À nous de leur donner ce sens. Et on peut le faire. On peut le faire grâce à des dimensions comportementales qui ne sont pas compliquées. Et en plus, si je les mets en place, elles vont me nourrir moi aussi. Sur le plan de ma fierté personnelle, de ma fierté professionnelle et de l'engagement que je prends avec les collaborateurs. Je travaille avec les managers et j'avais déjà eu l'occasion avec Thibaut d'aborder ce sujet. Moi, je ne vois que du désamour dans la fonction managériale. Plus personne ne veut occuper ces fonctions. Les gens disent « Oh, non, merci ». Ça aurait été avec plaisir, mais là, je vais rester dans ma petite expertise, peut-être dans 3 ans. Hein, revenez m'en parler. Parce qu'effectivement, cette question de l'humain, ça devient un stress majeur et je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc, je me retire. Et souvent, malheureusement, les gens qui se retirent sont les gens qui sont les bonnes personnes pour être des managers. Parce que ceux qui vont vous dire « Ouais, c'est bon, j'y vais », pardon, parfois peuvent avoir des personnalités limites. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'empathie un peu limitée qui peuvent nous faire du mal. Donc, effectivement, ces questions-là, la manière dont je vais vous annoncer les choses est très importante et ça a des dimensions à la fois émotionnelles et cognitives. Alors, on pourra parler dans les questions de qu'est-ce que ça veut dire que pouvoir aider nos managers à être plus justes, et il y a plein de manières de le faire, donc ça c'est important, mais j'insiste aussi sur une deuxième dimension, parce que un petit point, c'est pas de la théorie, mais c'est sur notre condition humaine. Christophe a mentionné, les animaux ne se torturent pas. Nous, oui, on est capable de torturer nos congénères. Même si d'ailleurs, on n'est pas d'accord avec le principe en plus, hein, c'est ça qui est bien. Hein. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont pris en défaut d'exemplarité alors qu'ils ont une morale et une éthique personnelle qui est forte. Donc il peut y avoir des écarts entre ce que nous pensons et c'est nos valeurs et comment nous nous comportons. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que l'être humain, il est à la fois un individu qui existe tout seul, qui a besoin d'être reconnu. Donc il y a la justice distributive, la justice procédurale. J'ai besoin qu'on reconnaisse ma distinction, mais je suis profondément un être grégaire. J'ai profondément besoin de faire partie d'un collectif. Et cette tension que je vis en permanence entre ma différence et mon appartenance au collectif, elle m'amène, selon comment ça s'opère, à être parfois plus ou moins éthique. Et nous, dans l'entreprise, on doit à la fois reconnaître l'individu dans sa contribution, dans ce qu'il fait, dans sa différence, mais on doit aussi lui offrir un lieu d'appartenance collective. Un lieu dans lequel il va trouver de la dignité à faire partie d'un collectif et il va se sentir traité, on va dire justement par rapport au groupe. Et c'est vrai que la justice et l'exemplarité, elles adressent les deux dimensions. Le respect de l'individu dans sa différence, mais aussi son appartenance à un collectif. Et j'insiste parce que je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui au niveau de la société, de pouvoir faire vivre les gens dans un collectif qui a du sens, même s'il est hiérarchisé, même s'il y a de la différence de traitement, à partir du moment où elle est justement expliquée. Donc voilà, je me dépêche parce que l'exemplarité, je vous en dis juste un mot, vous n'avez pas besoin de moi pour vous savoir qu'on est en crise à ce sujet. Le gouvernement, le président, ce sont des questions qui se posent tous les jours, de savoir le devoir d'exemplarité, comment je soutiens, comment on sanctionne quand il y a apparemment un manquement à ce sujet. Sachez une chose, c'est comme la justice, l'exemplarité, c'est tout sauf la perfection de l'individu.
Ce n'est pas ça, ce n'est pas être parfait, parce que justement ça serait complètement castrateur. Et je vois beaucoup de dirigeants qui disent « Non, mais moi je ne peux pas être parfait sur tout, donc il ne faut pas me parler d'exemplarité. » Non, l'exemplarité, ce n'est pas d'être au-dessus de la masse et de guider. Ce n'est pas toutes ces conceptions d'un moi au-dessus des autres qui emmèneraient, ou qui se tromperaient jamais. Au contraire, l'exemplarité, c'est beaucoup plus simple, c'est ne vous demander que ce que moi je m'astreins à faire. Donc si moi je vous demande d'être plus juste dans vos comportements avec vos collaborateurs, moi en tant que dirigeant, c'est ma vigilance. Okay ? Si je vous demande dans le cas de fusion-acquisition de jouer la coopération avec la nouvelle entité parce que nous n'avons pas d'autre choix que de coopérer, alors moi dans tous mes gestes, je mets en place de la coopération. Donc c'est vraiment simple, tout le monde la comprend, les enfants comprennent très bien le concept d'exemplarité. Hein. Si vous leur dites de ne pas mentir, mais qu'ils vous entendent mentir à votre belle-mère, pour lui dire que vous ne venez pas au déjeuner de Noël, ils vont tout de suite vous le faire remarquer. Je pense que vous avez pu vous en apercevoir. Donc, les ingrédients de l'exemplarité, c'est comme pour la justice, il faut une relation d'autorité. Et j'insiste, hein, tout ce qu'on échange ensemble, l'autorité n'est pas une mauvaise chose, c'est la manière dont on la met en place et la manière dont on va outiller nos managers pour la faire vivre. Et aussi, il faut une demande d'effort. Donc, effectivement, l'exemplarité, elle a une importance particulière aujourd'hui parce que le corps social dans son ensemble est soumis à une demande d'effort intense. Effort d'adaptation, effort d'ajustement. Il y a des menaces sur les retraites qui concernent aussi comment on va vieillir. Il y a des enjeux au travail, d'adaptation. Et donc, moi, plus on me demande des efforts, plus je regarde autour de moi comment les figures d'autorité qui m'entourent se comportent. Donc, c'est l'attention accrue que vivent d'ailleurs les managers et les dirigeants avec une certaine forme de... Des fois, c'est dur pour eux. Hein, ils aimeraient être un peu plus libres, de ne pas être épiés dans leur moindre comportement. Mais les gens regardent et ça, c'est la réalité de ce qu'on vit. Et il faut qu'on vive avec ça. Parce que si vous pouvez choisir les comportements qui sont importants pour vous en tant que leader et les mettre en œuvre dans vos comportements, vous allez montrer la voie et vous allez renforcer le collectif. Parce que vous allez faire deux choses en faisant ça. C'est-à-dire que vous allez montrer aux gens qu'il est possible d'avoir des comportements différents. Et c'est ça que la société attend aujourd'hui. Elle l'attend de ses leaders politiques, mais elle l'attend aussi des leaders organisationnels. Vous allez montrer que c'est possible, vous allez renforcer le sentiment de confiance des individus, vous allez renforcer leur satisfaction, leur volonté de coopérer, qui à terme vont jouer favorablement sur leur santé. Et surtout, vous allez leur donner le sentiment que vous êtes au cœur du collectif que vous faites vivre et que vous n'êtes pas au-dessus des autres, donc au-dessus des lois, donc au-dessus de la justice. Donc voilà. Un élément pour dire justice et exemplarité, à nous de le faire vivre pour la meilleure santé de tous. Voilà. Merci Tessa. On va terminer cette série d'interventions en passant de la théorie à la pratique avec Valérie Cotreau, donc directrice des ressources humaines chez Botanique, naturopathe par ailleurs. Et chez Botanique a été mis en place il y a 5 ans le programme Bien chez Botanique, un programme QVT, qualité de vie au travail. Vous allez nous en tirer un rapide bilan, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes la société Botanique ? Alors, ici, je pense qu'à Lyon, tout le monde connaît Botanique. Lève le doigt ceux qui ne connaissent pas Botanique. En tout cas, l'activité principale, donc, c'est le commerce de plantes, végétaux et de tout produit qui concourt au bien-être. Donc, c'est un groupe qui est totalement indépendant. Dont le siège social est en Haute-Savoie. C'est une vraie entreprise familiale, avec deux grands actionnaires qui sont Luc Blanchet et Éric Boucher. En Haute-Savoie, donc, le siège a donc 170 collaborateurs et nous avons 70 sites, 70 jardineries sur l'ensemble du territoire. Il y a à peu près 2500 collaborateurs qui travaillent pour Botanique. L'entreprise est née en 1995, donc on va fêter les 25 ans là prochainement. Donc moi, ça fait 20 ans que je travaille chez Botanique. Donc je suis rentrée en tant que conseil juridique. Et puis j'ai eu la chance de me voir proposer ce poste de DRH et j'ai créé tout de suite la politique sociale. Et très rapidement, je me suis dit que j'étais un peu limitée en termes de formation et très vite, je me suis intéressée à l'organisme humain, la médecine. Et c'est pour cela que j'ai engagé pendant 3 ans et demi des études d'éducatrice de santé, donc pour mieux connaître l'organisme de fonctionnement du corps humain.
Donc d'abord, j'ai donc un PDG qui est très axé social et qui m'a permis vraiment de m'épanouir dans la politique sociale de l'entreprise et qui m'a permis aussi de m'ouvrir donc aux chercheurs, aux différents outils qui permettent d'améliorer la politique sociale de l'entreprise. Donc très vite, nous avons travaillé ensemble sur d'abord la qualité managériale dans l'entreprise. Il y a de ça 15 ans, nous avons travaillé avec Jacques Fradin, qui est neuropsychiatre, qui a créé l'Institut de médecine environnementale sur Paris et qui tout de suite nous a conseillé de travailler sur la prévention du stress dans l'entreprise. Donc sur les émotions, enfin à partir des émotions, il nous a dit qu'il fallait aider les managers à les dépasser pour être plus lucides et pour mieux voir quelle était l'interaction qu'il créait avec ses collaborateurs. Et en tout cas, le manager, au travers de ce programme, a un objectif, c'est de travailler sur la prévention de son stress. Parce que le stress est très toxique, comme vous le savez, comme il s'est dit auparavant. Donc ça a été la première pierre qu'on a posée à l'édifice. On a créé des programmes de formation à destination de nos managers visant à prévenir leur stress et à mieux comprendre leur fonctionnement pour être mieux avec leurs équipes. À la suite de ça, donc j'ai entrepris ces études de naturopathie et tout de suite, à la fin de ces études, Luc Blanchet m'a demandé de mettre en place un programme beaucoup plus large visant le bien-être dans l'entreprise. Donc j'ai vraiment eu cette chance d'être épaulée, d'avoir cette confiance du patron d'entreprise. Et donc on a travaillé ensemble sur cette démarche qui est économique et sociale et qui vise dans un même mouvement à ancrer un climat sain et bienveillant dans l'entreprise, à insuffler des bonnes pratiques, à sensibiliser les collaborateurs à prendre soin d'eux-mêmes tant au travail que chez eux et à développer la performance individuelle et collective. Donc c'est vraiment une stratégie globale qui doit être profitable à tous. Donc j'ai résumé ici sur cette slide qui apparaît le programme Bien chez Botanique qui fonctionne, je me permets, je me mets debout, je me sens mieux, qui fonctionne sur la base de 3 piliers. Et donc, vous voyez, il y a différents outils qui concourent, qui concourent à améliorer le bien-être et donc l'efficacité au travail. Donc, le premier pilier concerne la relation avec les autres. Donc, pour moi, c'est un pilier qui est fondamental. Donc, dans ce pilier, nous visons à ancrer des relations positives et constructives au quotidien dans l'entreprise. Donc, en améliorant la qualité managériale. Donc, sur ce thème de la qualité managériale, nous travaillons régulièrement avec des scientifiques. On a travaillé donc avec Jacques Fradin, je vous l'ai dit, et on a travaillé aussi avec Thierry Nadizi, que vous connaissez peut-être, sur le management juste. Et donc, l'idée, c'est d'éveiller nos managers sur différents outils qui concourent à améliorer la relation, qui concourent à leur faire sentir l'importance de leur développement personnel pour exercer leur fonction. Sur ce premier pilier, on a mis aussi en place un outil que je trouve vraiment intéressant, qui est la charte éthique des bons comportements dans l'entreprise. Et en fait, c'est ce qu'on veut voir au quotidien dans l'entreprise pour bien vivre dans la communauté. Donc, dans cette charte, on souligne l'importance de l'attitude de chacun dans son comportement en arrivant dans l'entreprise et dans sa relation avec les autres. Et on explique aussi qu'on ne veut pas voir de harcèlement. On explique vraiment ce qu'on ne veut pas voir dans l'entreprise. Le harcèlement, le taux de discrimination, et on demande qu'il y ait du respect. En fait, c'est du bon sens, mais ça va mieux en le disant. Les outils sont tout de même importants parce qu'ils donnent un cadre clair et écrit pour chacun des collaborateurs. Ensuite, sous le pilier 2, nous avons réuni tous les outils qui concourent à améliorer les outils de travail et l'environnement de travail.
Donc ça concerne les conditions de travail, l'organisation du travail qu'on essaye d'améliorer chaque jour. Et dans ce deuxième pilier, il y a l'item qui concerne l'équilibre vie privée-vie professionnelle, qui est vraiment aussi très important. Comme vous le savez, si vous êtes client chez nous, nos magasins sont ouverts 7 jours sur 7 et c'est vraiment compliqué pour les collaborateurs d'avoir une vie équilibrée dès lors que les relations proches ne travaillent pas le dimanche, par exemple. Donc on fait très très attention à l'établissement des plannings de travail. Donc pour cela, chaque manager doit récolter les contraintes de vie privée de ses collaborateurs, doit être sensible à ce thème pour faire en sorte que l'équilibre vie privée-vie professionnelle soit bien intégré dans son management. Et enfin, le troisième pilier concerne la santé, la prévention de la santé. Donc c'est d'ailleurs sur ce pilier que j'ai rencontré... donc sur cette thématique, j'ai rencontré Guillaume. Donc, nous mettons en place des outils qui préviennent et qui essayent de maintenir, en tout cas, la santé dans l'entreprise. Donc, ces outils sont tirés de la naturopathie, donc qui est une médecine reconnue par l'OMS et qui est une médecine dite intégrative, et qui s'ouvre d'abord à l'hygiène de vie. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc on forme, pour ceux qui le souhaitent, tous les collaborateurs qui souhaitent améliorer leur hygiène de vie, donc avec la nutrition, la remise en mouvement. Ensuite, on coach nos managers qui le souhaitent à la prévention du stress par un naturopathe, donc individuel. Donc là, il y a un programme d'une année qui est mis en place pour tous ceux qui souhaitent. Savoir que quand j'ai lancé ce programme, 95% des directeurs de magasins ont levé le doigt, donc souhaitaient être accompagnés par un éducateur de santé pour améliorer son hygiène de vie. Ensuite, on a travaillé avec Apicil aussi pour améliorer notre mutuelle, notre assurance complémentaire maladie. Et de concert, on a mis en place des remboursements sur les médecines intégratives, des paniers de santé, même les massages HI sont remboursés par Apicil. Donc, c'est un petit clin d'œil, mais ça s'est très bien passé et la mutuelle est prise en charge à 70% par l'entreprise. Alors, maintenant que je vous ai listé très brièvement tous ces outils qui fonctionnent d'une manière systémique, qu'est-ce que je peux vous donner comme résultat ? Donc, les 2 premières années de la mise en place du programme, on a vu baisser notre taux d'absentéisme maladie de 10%. Aujourd'hui, donc, ce taux est de 3,5% et il stagne depuis 3 ans, mais en tout cas, il n'augmente pas. Et d'après les lectures que... je vois Guillaume qui opine du chef. Il me semble qu'en France, en tout cas, le taux d'absentéisme maladie progresse depuis 2-3 ans. En tout cas, chez nous, il n'augmente pas. On a aussi un autre indicateur de performance qui est la satisfaction des collaborateurs dans l'entreprise. Donc le taux de satisfaction augmente chaque année. On a un baromètre permanent dans l'entreprise et aujourd'hui, il est de 61%. Mais chaque année, on essaye de gravir une marche supplémentaire. Et on a décidé il y a 1 an, c'est d'ouvrir la richesse de ce programme à l'ensemble des collaborateurs qui l'améliorent par l'intermédiaire d'un lab RH, et donc qui expriment des idées donc au sein de leur magasin ou au siège ou bien pour le groupe, des nouvelles idées pour améliorer le programme. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion ? Pour moi, c'est un vrai bonheur de travailler sur ce sujet en tant que DRH. La route est longue, et puis ça n'a pas été si facile que ça au départ.
Par exemple, j'ai mis en place des salles de ressourcement dans les magasins. J'ai eu quand même, il y a 5 ans, enfin, les consciences n'étaient pas aussi évoluées qu'aujourd'hui. Et ça n'a pas été toujours très évident pour que les managers comprennent l'intérêt de mettre en place ces outils. Et c'est vraiment grâce au soutien, j'ai dit 3 fois, mais je le redis encore une fois, de mon dirigeant qui m'a vraiment aidé, que j'ai pu mettre en place tous ces outils. Aujourd'hui, ces outils sont vraiment plébiscités par tous les managers qui en ont compris l'intérêt. Et je trouve que c'est chouette, quoi. C'est une belle aventure. Merci beaucoup. Alors il nous reste quelques minutes pour prendre des questions dans la salle. Alors on peut pas faire circuler le micro parce qu'ils sont attachés, mais si vous voulez lever la main et parler très fort, libre à vous, n'hésitez pas à poser des questions. Est-ce qu'il y a un premier volontaire ? Non, pour le moment non. Allez-y monsieur. Laurent Mozo, je suis DRH de Bayer France. Moi je me pose la question dans les comparaisons internationales, à quel point notre pays peut être dans une perspective peut-être assez toxique. Enfin, quand je regarde les comparaisons, la confiance qu'on se fait dans la société en général, c'est une des plus basses au monde. Et ça me pose beaucoup de questions sur l'avenir de notre pays et qu'est-ce qu'on peut faire aussi en tant que citoyen au-delà de notre rôle dans l'entreprise. Enfin, déjà, si vous avez un modèle de compréhension du pourquoi, parce que je n'arrive même pas à comprendre pourquoi on en est là. Et ça me pose beaucoup de questions. Christophe, c'est pour toi ça. C'est la fin de ton livre. Ouais, Christophe complétera, mais c'est vrai qu'en France, on est un des derniers pays d'Europe pour la satisfaction des relations manager-collaborateurs. On est un des derniers pays... Oui, on a des collègues à nous qui ont écrit un bouquin intéressant qui s'appelle « La fabrique de la défiance ». Il semble bien qu'effectivement, pour une part, on génère cette absence de confiance. Je pense que, et pour certains chercheurs, ça prend son origine dans le système scolaire, effectivement, tel qu'on le conçoit aussi, où on expose quand même beaucoup les enfants à des logiques de classement qui ne sont pas évidentes à tenir. Je dirais aussi qu'en France, les relations sont très politisées au sein de l'entreprise, c'est-à-dire on a un contexte un petit peu qui n'est pas neutre comparé à nos voisins allemands ou d'autres qui ont une autre conception, mais c'est vrai que pour les managers français, faire leur métier, c'est encore plus difficile, effectivement, que dans d'autres pays. Et on leur met aussi beaucoup de responsabilités sur l'insatisfaction. Donc c'est vrai, vous avez raison de le pointer, qu'on est quand même dans une situation... Et on dégringole un petit peu, je vous l'accorde, on n'a pas encore trouvé les moyens de rétablir et peut-être de relancer une forme de justice sociale en bloquant aussi les accès des gens au poste. Ça, c'est une spécialité française aussi. Si vous n'avez pas un certain type de diplôme, vous n'accédez pas à certains postes. Même si vous êtes bon, ça pose quand même un problème de justice au bout d'un moment pour l'investissement. Alors en complément, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Et juste dans les constats, avant d'aller sur les causes, l'émotion la plus fréquemment ressentie, pas forcément exprimée publiquement dans les entreprises, est la jalousie. Et je ne sais pas pourquoi. Je suis tombé, je gardais mes enfants dimanche et tout. Et je tombe un moment sur Michel Drucker. Et je vois hier, il y a un débat entre Lucchini et Patrick Bruel, qui vit des moments un peu compliqués. Et à un moment, Lucchini dit, mais ce qui est remarquable chez ce type, chez cet artiste, en parlant de Bruel, on a les références qu'on a, et il lui dit, mais c'est qu'en fait, il se réjouit de la réussite des autres. Il dit, mais dans mon métier, c'est absolument fou. Personne n'est dans cet état d'esprit. Et d'un coup, Drucker, ou je ne sais pas qui, lui pose la question, mais et vous, Lucchini ? Il dit, mais moi, je suis dans la détestation complète des autres artistes. Je regarde quand ils font passe à le comble dans tel ou tel... Je m'en réjouis, je m'en délecte, quoi. Il était là-dedans. Donc ça vous traduit déjà, on est dans... Effectivement, c'est, j'allais dire, une exacerbation symptomatique de cette défiance qu'on a vis-à-vis des autres, de cette compétition vis-à-vis des autres, et on la retrouve dans différents types de métiers. Et ça, effectivement, ça ne fait pas trop avancer le schmilblick, parce que, comme disait Louis Schweitzer, quand tu es dans une boîte et que pour prendre l'ascenseur promotionnel, tu ne comptes que sur la défaite de l'autre,
ça ne marche pas. Et économiquement, derrière, au bout d'un moment, ça s'écroule aussi. Et lui a toujours voulu combattre, en fait, ce phénomène-là. Après, il y a, dans les explications, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'on est aussi traditionnellement, philosophiquement, dans une approche extrêmement critique en France. Et ce qui fait que... voilà, c'est pas voilà, l'exemple. Et donc voilà, donc on est clairement là-dedans. Donc c'est vrai que c'est toujours dur. Pareil, l'autre jour, je discutais avec un animateur télé qui était avant journaliste sur BFM, qui faisait de l'infobésité en continu. Il est tellement devenu obèse finalement de ce qu'il bouffait et de ce que derrière il recrachait finalement aux téléspectateurs qu'il a quitté la chose, quasi avec un burn-out. Voilà, il était à 2-3 pans psychiques de le subir. Il dit même les good news, en fait, on tourne pour voir ce qui ne marche pas, parce que ça fait plus buzzer, parce que tout ça. Donc il y a une vraie... Et puis après, on a traversé... Enfin, 2007, depuis 2007, c'est une des plus grosses crises économique, sociétale, qui est connue aussi la civilisation. En termes, à nouveau, je compare pas ça avec lorsqu'on guerroyait, etc. Mais d'un point de vue psychique, c'est extrêmement difficile. Donc on baigne encore là-dedans. Donc il y a dans le classement des peurs, parmi les peurs les plus fortes, il y a la peur pour ces gamins, parce qu'on se dit, ok, niveau benchmark, derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il y a la peur soi-même de se sentir rejeté. Et ça, on le voit avec les réseaux sociaux. Un célèbre publicitaire disait le diable s'habille en GAFA. Je pense qu'il a vachement raison. Cohen avait une tribune comme ça face à Zuckerberg, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est en train de buzzer sur YouTube, qui est extraordinaire, qui dit voilà, ces types-là ont perdu en fait la responsabilité ou le sens des responsabilités par rapport à ce qu'ils laissent faire, et au nom d'une liberté d'expression, il se passe des trucs supra-dégueulasses aussi. Donc on est aussi là-dedans, et il y a un phénomène psychique qui a été mis en avant, qui s'appelle le FOM, Fear of Missing, par des chercheurs, et qui est le fait d'être quasi addict en fait à des communautés sur les réseaux sociaux. Et dès que tu t'éloignes un petit peu de la news, de l'info, du fil conducteur du truc, tu ressens une angoisse qui est totalement fantasmée. C'est une espèce de décor en carton-pâte à la Ray Harryhausen des années 40 qui s'écroule comme ça, mais ça s'écroule en fait pas si facilement que ça. Et les gens véhiculent comme ça des pointes d'angoisse qui sont extrêmement énergivores. Pour le cerveau, il se fait souvent avoir, il met en place une mécanique extrêmement coûteuse. On va générer un taux d'oxygénation plus fort, un taux de sucre plus fort. Derrière, vous avez de l'hyperglycémie, de l'hypertension, des risques au niveau du système immunitaire, etc., etc. Et donc, on ne vit que sous tension par rapport... Il y a plein d'explications. L'éducation... Quand je vois qu'une Céline Alvarez qui va sur le plateau d'On n'est pas couché et qui se fait dézinguer par les critiques, elle a une posture qui est particulière, mais quand même, elle avait un message à passer. Il y a tout de suite un rejet des institutions. Et Tessa peut en parler aussi, parce que moi, je le fais plus maintenant, mais pendant 7 ans, j'allais faire des talks à l'ENA. Et il y a plein de bonnes intentions, en fait, là-bas. C'est-à-dire, ils voudraient changer les choses, ils voudraient modifier des séquences d'ADN de leur job, mais ils te disent, mais attends, le truc a tellement été cadenassé par les générations d'avant, tu as tellement d'alinéas sur le descriptif de notre poste, que si tu t'attaques à ça, enfin, tu meurs, quoi, tu finis dans un petit bureau tout gris, et c'est foutu. Donc il y a aussi des cadenas qui ont été posés, et qui sont un espèce d'héritage extrêmement lourd pour les managers d'aujourd'hui. Et je rejoins ce que dit Tessa, il y a une... Enfin, moi-même, mes étudiants qui rêvent des fois comme ça, qui fantasment sur le métier du manager, quand tu rentres un peu dans la description du truc, dans les risques que tu prends à faire ça, ce métier qui est quand même dans le top 10 avec les acteurs de Cinoche et les traders, où tu as le taux le plus élevé de divorce, etc. Bon, bref, c'est pas facile. Donc effectivement, il y a plein de causes, et puis il y a aussi des causes génétiques, et puis génétiques, on pourra en parler, mais là, ça vous ferait un peu peur. Est-ce que le sondage dont vous parlez, c'était quelque chose qui était paru il y a 3 ans, qui montrait qu'on devait être le 240e pays dans le monde pour le pessimisme, et donc on était, je crois, juste au-dessus de l'Angola à l'époque, dans ce sondage-là. Et quand on regardait... Les sondages mondiaux vont dans le même sens. Voilà, ouais. Donc, je pense qu'il y a quelque chose quand même fondamentalement qu'on ne comprend pas. Hein. Moi, je pense qu'on n'a pas l'explication, parce que des pays dans lesquels il y a de l'injustice, il n'y a pas qu'en France. Des pays dans lesquels il y a des problèmes d'éducation et où il y a une compétition exceptionnellement compliquée pour les enfants, il y en a plein d'autres. Et
pourtant, il n'y a pas nécessairement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre culture? Là, on parlait de Lucchini. Hein, quand il faisait cette réplique, il était en train de refaire le Misanthrope. Hein. Donc je ne sais pas si vous avez vu ce film où, avec Christophe Lambert, et Christophe Lambert lui pique le rôle, et à la fin du film, c'est une explication, c'est une scène absolument magique où on comprend ce que c'est que la jalousie. Parce qu'il est à l'arrière de la salle et Christophe Lambert a un blanc devant le public le jour de la première. Il n'arrive pas. Et là, Lucchini est à l'arrière, dans l'ombre, le regarde et récite lentement, avec sa manière particulière de son phrasé particulier, il dit les vers. Hein, et donc c'est une pièce de Molière, c'est pas une pièce de Shakespeare. Est-ce qu'il y a une explication du coup culturelle? Peut-être. Allez-y, oui. Je m'appelle Nelly Gastou, je suis dirigeante de TPE et en programme exécutif à l'EM. Je voudrais juste rebondir sur la jalousie. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, c'est un exemple un petit peu positif, donc c'est la preuve que ça existe et que c'est possible. Une entreprise qui est située à Nantes, une PME qui s'appelle Proginov, qui a eu le trophée de l'entreprise la plus bienveillante de France en 2018. Et j'écoutais le PDG parler, il expliquait justement qu'il travaillait il avait mis en place beaucoup de choses dans son entreprise pour qu'il n'y ait pas de jalousie. Et il a insisté sur l'importance de la transparence. Tout le monde dans cette entreprise sait combien gagne son voisin. Voilà. Et les intervalles entre les salaires les plus bas et les salaires les plus hauts sont très faibles. Et je trouve que cette question de la transparence, elle n'est pas suffisamment abordée. Le pouvoir de l'information, souvent qui est utilisé dans les entreprises, agit de façon néfaste sur le bien-être des salariés, sur la santé des salariés. Et je pense que plus de transparence, avec des actions, des outils adaptés, une communication plus claire et plus limpide, peut s'avérer quand même efficace. Et la preuve, là, dans cette entreprise, ça marche. Et les salariés ont été interrogés, questionnés. Et effectivement, il y a vraiment... il n'y a pas de jalousie, quoi. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Et ce n'est pas juste dans une charte où... il y a une vraie volonté des dirigeants pour travailler sur ces aspects-là. Voilà. Est-ce que la transparence est une dimension de l'exemplarité, Tessa ? La transparence, elle est liée à la justice, parce que pour pouvoir être transparent, il faut que je puisse m'appuyer sur des procédures qui sont justes. C'est-à-dire que je puisse pouvoir vous expliquer pourquoi vous êtes à ce niveau de salaire et pourquoi quelqu'un d'autre va être à un autre niveau de salaire. Vous savez qu'en France, ce que je disais tout à l'heure, ça n'a jamais été tellement notre culture. C'est plutôt dans des logiques d'honneur, etc., pour envoyer sur les dimensions culturelles. Donc on a peu travaillé la procédure, ce qui nous met en difficulté à certains moments. Il y a des entreprises qui sont prises dans des historiques sur leur logique de rémunération, très compliquée. Hein, pour certains d'entre vous, vous les connaissez peut-être avec « Ah oui, excuse-moi, mais c'était un historique. » Voilà. Donc, quand l'entreprise, de manière systémique, portée par un patron exemplaire, qui, lui, va aller jusqu'à afficher son propre salaire, expliquer pourquoi et accepter potentiellement qu'on l'interroge sur le fait qu'il le mérite ou pas. Après, bien entendu, sur la question de l'écart, c'est très important. Hein. Vous savez que Ford disait pas plus que 20. Aujourd'hui, en moyenne, on est à 250. Ça nous pose forcément un problème de justice sociale, je pense. Elle n'a pas besoin d'aller trop loin. Et je pense aussi que pour éviter la jalousie, et ça me fait un petit peu penser à votre question précédente, on n'insuffle pas assez, de mon point de vue, en France, d'émotions positives liées à l'effort, au travail, à la fierté du travail. Je lisais un article de mes collègues militaires sur le panache, qui est la manière de faire preuve de courage. Voilà, ils cèdent, parce que c'est vrai qu'il faut faire preuve de courage par moment, mais ils cèdent en s'insufflant aussi des émotions positives. Et je trouve que peut-être qu'on est en défaut de ça, c'est-à-dire qu'on est très clairement dans le savoir ce qui ne va pas, pouvoir faire la critique, comme disait Guillaume. Par contre, insuffler de la fierté à un enfant qui progresse malgré des difficultés scolaires, insuffler de la fierté à un collaborateur qui prend du management, même si à certains moments, il est chamboulé par l'équipe. Donc vous avez raison, moi je pense vraiment qu'il y a moyen, mais il faut un leader qui montre l'exemple et qui puisse tenir la période de transition où forcément il y a des questions. Juste en rebond de ce que vous avez dit et de ce qu'a dit Tessa, l'émotion à la base, elle est faite pour circuler. Elle a une durée de vie qui est très courte. Si elle ne va pas, j'allais dire,
niche psychique en niche psychique, d'individu en individu. Et quand vous avez des émotions qui sont hautement bénéfiques pour le collectif, je crois justement qu'elles doivent transiter. Et on a quand même tendance, en France, à les garder pour soi. Et moi, c'est ce que j'appelle l'effet Gollum. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez un truc qui est tellement puissant, qui est tellement fort en vous, mais si vous ne le partagez pas, ça finit par vous consumer de l'intérieur. Et la contagion émotionnelle, elle montre ça. Faut que ça transite. Alors après, il faut se méfier. Quand vous allez chez des traders et qu'il y a une joie exacerbée à un desk, les autres, ils font la gueule, quoi. Ils sont pas contents, ça crée une mauvaise ambiance. Mais quand vous arrivez un petit peu à structurer ça, dès le début, à habituer les salariés à ça, à festoyer en fait la fierté, c'est aussi on célèbre en fait et dans le BTP ils le font très très bien. Chez Vinci, je sais pas s'il y a des gens de chez Vinci, mais moi je me souviens quand je discutais avec Xavier Huillard à l'époque, il était vachement dans cette culture de on partage une réussite collectivement et là l'émotion elle transite. Et là elle crée un contre-feu à ce hub émotionnel négatif qui gagne la société mais qui gagne aussi nos entreprises en particulier. On va prendre une dernière question et ensuite les intervenants seront à votre disposition si vous voulez prolonger, mais on est un peu pris par le temps. Allez-y, madame. Merci. Oui, j'ai l'impression que quand dans une entreprise, il y a quelque chose qui peut être mis en place pour améliorer les situations, etc., c'est souvent par la volonté d'un des hauts placés, en tout cas. Et est-ce que vous trouvez en général que c'est parce que vraiment il y a cette personne qui a une conviction profonde, ou est-ce que en venant de l'extérieur, on peut arriver à la convaincre et à ce moment-là, comment ? Est-ce que c'est par le biais de la performance, des résultats des études scientifiques, etc. Enfin, comment est-ce que vous voyez ça ? Donc si j'ai bien compris, c'est par où arrive le changement. Alors on n'est pas tous d'accord à l'école et on le voit parce que c'était encore hier, j'ai des étudiants, j'ai un collègue qui m'a dit que leurs étudiants leur avaient dit oui non mais on a un autre professeur qui nous a dit que le changement quand même la plupart du temps il est top down et il n'est pas bottom up et lui il nous disait le contraire. Donc en l'occurrence le professeur dont il parlait c'était moi et effectivement moi le cours que j'ai le plus donné, les interventions que j'ai le plus menées en entreprise, c'est des opérations de transformation et on l'a encore entendu ce soir, les dirigeantes ont un rôle absolument central. Alors, est-ce que c'est culturel ? Est-ce que dans d'autres pays, il y aurait d'autres modes d'action ? Peut-être. Mais en tout cas, dans notre pays, où bizarrement, on a quand même une culture du chef qui est très, très, très ancrée, quand on n'a pas l'assentiment de la direction, quand on ne se sent pas porté par la légitimité, c'est beaucoup plus compliqué. Alors là, je parle de l'entreprise. Je ne parle pas de la société, puisqu'au contraire, et peut-être en réaction, on voit qu'au niveau social, ces mouvements, et le mouvement des Gilets jaunes en est une illustration effectivement parfaite, on a des approches qui sont beaucoup plus grassroots, qui naissent beaucoup plus du niveau du terrain. Mais dans les entreprises, compte tenu, à moins que l'entreprise soit structurée de manière organique pour permettre une très grande autonomie, il y a un certain nombre de décisions qui doivent être prises, même si cette décision consiste à dire, au final, ça ne sera pas moi qui vais piloter le changement, ça sera vous. Mais déjà, ça, c'est une décision. Oui, puis juste un petit point, vu que tout le monde regarde en haut, quand il ne sait pas où aller, regarde un petit peu autour de soi. Je regarde mes collègues, bien entendu, mais je regarde quand même les figures d'autorité, donc mon manager, mon N+1, mais mon dirigeant aussi. Et c'est aussi pour ça qu'ils doivent incarner le changement, parce que tout le monde les regarde, donc eux doivent modifier leur comportement. Et il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, les comportements managériaux, les comportements émotionnels, cognitifs qu'on nous demande d'adopter dans l'entreprise, tout le monde n'est pas sûr d'y arriver. Donc il y a aussi un apprentissage qu'on appelle vicariant, c'est-à-dire j'apprends en regardant quelqu'un d'autre faire, et le dirigeant, il a un rôle aussi de favoriser l'apprentissage de nouveaux comportements, pour pas qu'on reste bloqué dans des anciens comportements, tout en étant mal avec ces comportements, parce qu'ils sont pas adaptés effectivement à l'évolution de l'environnement. Donc
quoi qu'il arrive, le leader a ce rôle-là. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que de temps en temps, certains l'oublient dans l'exercice du pouvoir, surtout s'ils ont beaucoup de pouvoir depuis très longtemps. Ça, les études le montrent. Ils ont tendance à oublier à quel point ils sont observés et à quel point ils seront taxés s'ils ne font pas les changements. Donc effectivement, moi aussi, j'ai tendance à partager le point de vue de Guillaume. Il peut y avoir de très bonnes initiatives qui montent, mais à un moment, il faut qu'elles soient tenues, soutenues et incarnées par le haut pour qu'elles perdurent. En fait, ma question était pas très claire, je l'ai peut-être pas très bien posée. C'était, je pense effectivement que la plupart du temps, ça vient des dirigeants, enfin, je prends des décisions comme ça, parce que même si c'est une décision que ça vient d'en bas, il faut quand même que ce soit en haut, que ce soit décidé que ça vient en haut. Mais pour que les dirigeants soient convaincus que c'est vachement important, est-ce que c'est que déjà de base, ils ont cette conviction, ou est-ce que de l'extérieur, on peut venir vers eux et leur dire, regardez, l'état de santé générale des employés, c'est vachement important. Ma conviction, c'est qu'on peut l'apprendre. Et on l'apprend par l'expérience. Et c'est vrai qu'en France, on revient toujours sur l'éducation. Hein, on a un rôle, nous, en tant qu'institution de management. C'est-à-dire que si je vous expose à emmener des équipes avec une logique d'action très précise, vous allez très vite vous rendre compte que votre comportement de leader, dans le moment de la mission, il est très important. Par contre, en France, quand on a toujours des systèmes de parachutage, pour revenir sur les systèmes comme l'ENA, etc., c'est-à-dire des gens qui sont parachutés au sommet des organisations après 10 ans d'inspection des finances, dans lesquels la question de leur management, de leur capacité à entraîner les équipes ne s'est pas vraiment posée, vous voyez, il y a un écart qui se crée. Donc, moi, je pense qu'on peut l'apprendre. Je pense qu'il y a des gens de conviction. Mais encore plus que tout, je crois à l'apprentissage de ce mécanisme-là pour emmener. Et je pense que la situation va l'exiger. Et quand l'impératif de la situation monte, on voit aussi une sélection de dirigeants différents. Et du coup, avec des convictions plus fortes. Un petit peu comme malheureusement, les situations historiques à forte tension font émerger des leaders différents. Pour ajouter un élément un peu, encore une fois, chiffré par rapport à ça, il y a des études sur le taux de transformation des PME avec des comparaisons entre les différents pays européens et notamment des comparaisons entre l'Allemagne, l'Italie et la France, et où on regarde les formes de changement. Et de ces trois pays, on est le pays où la forme dite défensive des transformations organisationnelles, c'est-à-dire des transformations qui naissent d'une situation économique dégradée qui va engendrer le changement parce que c'est une nécessité, changement qui va souvent s'accompagner d'un changement de direction. Encore une fois, on en revient sur le fait que ce système se vidange par le haut. Alors que dans en Italie et en Allemagne, on a une proportion, hein, c'est évidemment pas binaire, mais on a une proportion de transformations qui sont plus sur ce qu'on appelle des opportunités de croissance, c'est-à-dire des transformations qui sont faites pour faire croître le chiffre d'affaires ou la rentabilité. Alors, est-ce qu'encore une fois, c'est l'exemple de traits culturels spécifiques peut-être, et à ce moment-là, ça montrerait que c'est vraiment des traits culturels profonds, parce que non seulement ils seraient partagés par nos élites, mais on a les élites qu'on mérite. Christophe, pour conclure, en quelques mots. Juste 30 secondes là-dessus, parce que moi j'ai entendu différemment ta question. C'était aussi comment tu induis ça dans le dirigeant. Moi je l'ai compris comme ça. Et je pense que quand tu viens avec une démarche scientifique, en tout cas on l'expérimente tous, que tu leur montres un petit peu des données chiffrées, que tu leur expliques les travaux que tu fais, terrain, etc. Parce qu'on est dans une culture cartésienne, parce qu'on est face à des gens qui sont aussi très diplômés, qui ont l'habitude de flots argumentatifs et de bien huiler, etc. Je pense qu'on rentre paradoxalement sur un sujet comme l'émotion par cette voie-là, et ça les touche en fait. Et moi je pense que c'est toujours intéressant de leur parler des bénéfices qu'ils ont directement en tant qu'individu, parce que le patron souvent, en tout cas moi c'est ce que j'expérimente avec les patrons du CAC 40, ils pensent d'abord un petit peu à eux, tu vois, et plus longtemps ils sont en place, plus le truc a grossi, et voilà, ça tourne, ça rumine autour de soi-même, autocentré, etc. Quand tu leur injectes un bénéfice personnel, derrière il commence à s'ouvrir. Le robinet commence à s'ouvrir peu à peu vers le CODIR, où tu peux commencer à faire des labs, des expérimentations, c'est ce qu'on te demande souvent. Et pour être plus précis encore, aujourd'hui, moi, quand je dois aller parler à des clients ou à des prospects, peu importe comment on les appelle, en fait, aujourd'hui, c'est le dirigeant.
et le dirigeant, et tu lui montres ce que tu fais, ou ce que les équipes font avec toi ou sans toi, ou bref. Et c'est comme ça que ça marche. Et juste après, un dernier point sur, tu dis, il doit effectivement faire les choses et peut-être modifier les choses en même temps. Ça, c'est un nom en psychologie, c'est une posture méta. Et quand je demandais à Louis Schweitzer, bah tiens, c'est quoi pour toi l'exemple d'un manager, d'un dirigeant émotionnellement intelligent? Il prenait toujours, là je m'adresse aux vieux dans la salle, il prenait toujours l'exemple de Georges Besse, pour ceux qui aiment bien Faites entrer l'accusé, ça doit vous parler. Et il disait, bah, Georges Besse, en fait, il est capable d'incarner la stratégie. Et en même temps qu'il va voir ses équipes, parce qu'il avait cette intelligence de prendre le poids organisationnel, donc de ne pas se couper dans sa tour d'ivoire, et ben derrière, il modifiait cette incarnation. Et donc, il pouvait à un moment totalement avoir une vision alternative par rapport à son... Mais il était systématiquement en direct live dans ce type de modification, de mutation de sa pensée pour que ça se soit en résonance avec l'environnement, avec ses équipes, etc. Mais je pense que la petite graine, elle doit être beaucoup plus, on va dire... Enfin, elle doit être induite par des scientifiques plus que par des conseillers. Parce que la première chose qu'on me demande quand je vais voir un patron du CAC, enfin, qui me demande, c'est « Ouais, mais... qu'est-ce que tu peux m'apporter ?» J'ai dit, qu'est-ce que tu as besoin? Il ne sait pas trop. Il a déjà 30 conseillers autour de lui, en com, en strat, en tout ce que tu veux. Ben, je lui dis, tu sais, une forme de courage managérial, on a parlé avant, cette espèce en voie de disparition dans les entreprises, qui équivaut aujourd'hui pour les chercheurs qui s'intéressent à l'émotion, à de la régulation émotionnelle. Il y a plein d'expériences en neurosciences sociales qui t'expliquent que tu peux expliquer le courage par ta capacité à réguler tes émotions et notamment ta peur. Et ben, ces personnes-là, à un moment, tu leur dis, bah ouais, mais coupe-toi de ça et reconnecte-toi aussi un petit peu. Tu as un ego suffisamment grand pour le faire. Fais-le, tu vas économiser en termes de masse salariale aussi, fais-le. Et donc, en fait, il y a plusieurs choses à écrémer ou à décanter pour arriver à un moment dans le cerveau du dirigeant et dire, ok, là, je te présente un truc objectivement. Et je pense que c'est là où il est quand même le plus réceptif, s'il veut vraiment changer. Sinon, il est juste téléguidé et il suit des conseils pseudo-avisés de mecs qui payent super cher et qui finalement le laissent dans la moyenne. Hein, on est bien un pays moyen, on est normaux, hein, le président normal. Tu vois, c'est ça, il reste là-dedans. Mais bon, bref, ça s'éteint et t'as pas de changement. Merci beaucoup Christophe, merci à tous, merci de votre attention. Pour ceux qui veulent prolonger le débat, il y a un cocktail qui vous attend et c'est un cocktail sans alcool pour rester dans la thématique de la conférence. Voilà, merci encore.